Bienvenue à tous. Le Togo enregistre ces dernières années de nombreuses avancées en matière de décentralisation, un processus qui se poursuit non sans difficulté. Les organisations de la société civile multiplient les initiatives pour accompagner cette dynamique. Objectif, sensibiliser les populations sur les enjeux et les défis liés à la gouvernance locale. C'est dans ce contexte que l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement a tenu pour la 4e fois son Forum national citoyen sur la décentralisation. Son directeur exécutif est notre invité sur ce plateau, Pascal Edo Agbové. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Monsieur Agbové, vous avez choisi de parler de la citoyenneté et du développement local cette année. Que renferme-t-il ce thème ? Bien, merci. Comme vous le savez, les citoyens sont au centre de la gestion des affaires de la cité. C'est eux qui transmettent le pouvoir à leurs dirigeants, c'est eux qui les accompagnent, c'est eux qui réalisent un certain nombre d'actions de développement dans leur communauté. Et donc, dans le cadre de la décentralisation, nous avons bien voulu sensibiliser, former les citoyens sur un certain nombre de sujets liés à la gouvernance locale. Comme vous le savez, les élus locaux que nous avons aujourd'hui à la tête de nos communes ont pour mission la conception, la programmation et l'exécution des actions de développement d'intérêt local. Donc, il est important que nous, qui sommes leurs administrés, nous puissions vraiment être outillés pour mieux jouer notre rôle en tant que citoyen. Également connaître nos droits et devoirs et faire en sorte que notre contribution puisse permettre à nos élus de bien accomplir leur mission. Alors, nous notons, quand vous parlez de citoyenneté, on comprend très vite que vous parlez d'un citoyen. Un citoyen et un habitant dans une commune, y a-t-il un distinguo à y faire ? Oui, je crois qu'un citoyen a beaucoup de droits et par rapport à sa cité. Or, quand on parle d'habitants, il y a des habitants, ils sont juste dans la communauté, mais ils n'ont pas certains droits. Par exemple, quand vous prenez des étrangers dans une cité, dans un pays, par exemple, ils n'ont pas tous les droits. Par exemple, ils n'ont pas les droits politiques. Et donc, peut-être ils sont dans la communauté pour certains intérêts, juste ou bien de par leur activité, ou bien ils sont dans un cadre spécifique. Mais quand vous êtes citoyen, c'est que vous devez vous sentir concerné par les affaires de la cité. Vous devez penser au développement de votre cité. Vous devez savoir quels sont vos devoirs et quels sont vos droits en tant que citoyen dans cette cité-là. Sinon, beaucoup de gens sont dans les communautés, ils sont dans la cité, mais ils ne savent pas véritablement quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs en tant que citoyen. Donc, au cours de ce forum, je crois que ces notions ont été suffisamment abordées avec le ministère même en charge de la question de citoyenneté. Donc voilà un peu la différence que nous pouvons faire. Le Togo a réussi, il faut le rappeler, en 2019, l'organisation des élections locales qui ont porté des maires à la tête des 117 communes. 2 ans après, les défis restent encore nombreux à relever dans ces communes. Oui, effectivement, vous savez que cette nouvelle forme de gouvernance comporte beaucoup d'enjeux et les élus que nous avons à la tête de nos communes aujourd'hui n'étaient pas trop préparés avant de s'engager dans cette aventure. Et donc, ils rencontrent pas mal de difficultés et surtout que dès la prise de leur fonction, ça n'a pas duré. La pandémie de coronavirus aussi est arrivée, donc cela a compliqué un peu la situation. Et donc, les attentes que les citoyens avaient par rapport à cette nouvelle forme de gouvernance qui, normalement, si elle est bien conduite, elle devait apporter un certain nombre de solutions idoines aux problèmes récurrents des citoyens à la base. Alors, non, ces attentes ne sont pas comblées. Et alors, donc, vous parlez de difficultés qui rencontrent, des difficultés de quel ordre ? Des difficultés sur le plan de gestion, des difficultés sur le plan de programmation des actions de développement, des difficultés sur le plan mobilisation des ressources, difficultés sur le plan participation citoyenne. Parce que aujourd'hui, les citoyens ne participent pas tellement à la vie, à la gestion des affaires locales. Or, ce sont ces citoyens qui les ont placés à la tête de leur commune. Donc, vous ne pouvez pas désigner des gens pour diriger votre commune ou bien votre communauté et les abandonner. Et il est important que les citoyens soient avec leurs élus. C'est nous qui les avons mandatés. Ils ont besoin de nos conseils, nos idées.
ils ont besoin de nos apports, ils ont besoin de nos contributions financières. Et en le faisant, nous aussi, nous avons le droit de leur demander le compte, de suivre ce qu'ils font. Et donc, c'est une gestion de proximité qui nécessite quand même une concertation permanente entre les élus et les citoyens. Donc, je pense que les élus locaux ne sont pas encore arrivés à construire cet environnement ou bien à mettre en place un dispositif ou bien ils n'ont pas encore mis en place un mécanisme devant faciliter la collaboration entre eux et les citoyens. Et ceci de par l'ignorance ou bien le manque d'informations que nous constatons au niveau des citoyens. Parce que certains citoyens pensent encore que nos élus sont des représentants du pouvoir central, dont ils reçoivent des ordres pour agir en lieu et place dans leur commune. Or, la gouvernance locale, ce n'est pas comme ça. Les élus qui sont à la tête de nos communes sont mandatés par nous. Cela voudra dire qu'ils ne peuvent pas réussir leur mission sans notre contribution, sans nos appuis, sans notre soutien. Donc, c'est un travail, c'est une gestion concertée entre l'ensemble des acteurs, que ce soit les élus, que ce soit les acteurs, les autres leaders d'opinion qui animent la vie de la communauté. Il est important qu'il y ait une synergie d'action. Voilà. Et au rang des défis dont vous parlez, les finances locales et budget des communes, alors une question toute simple, comment mobiliser les ressources? Il faut d'abord axer la mobilisation de ressources sur le plan interne et sur le plan externe. Donc, sur le plan interne, les communes doivent être en mesure de pouvoir mobiliser des ressources fiscales suffisantes pour pouvoir assurer leur fonctionnement et réaliser les projets d'investissement. Également, les élus peuvent entreprendre des démarches pour mobiliser des ressources SN. Donc, à travers des programmes, des projets qui vont soumettre aux partenaires. Mais à ce jour, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu assez d'avancées dans les communes. C'est vrai qu'il y a eu des initiatives qui ont été entreprises par certaines autorités locales. Mais de manière générale, nous constatons que beaucoup de conseillers attendent toujours le financement de l'État pour la mise en œuvre de leur programme. Et ce que l'État leur a accordé, ce que nous savons, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant. Le montant n'est pas suffisant pour assurer le fonctionnement et réaliser les projets pour le compte de la population. Donc, il est important que les gens comprennent qu'il faut vraiment assez la mobilisation sur les ressources internes. Mais là aussi, il faut faire attention parce que si vous ne savez pas trop... vous ne savez pas que vous mettez en place des mesures contraignantes pour obliger les citoyens à payer des taxes et impôts. Parfois, vous allez les fatiguer. Et surtout, ça aussi, vous risquez de tuer même les entreprises. Alors, justement, donc, voilà. Sur cette question de mobilisation des ressources endogènes au niveau des communes, les populations ne semblent pas encore très sensibilisées sur leur obligation à payer les taxes communales et les autres taxes fiscales. Effectivement, vous avez raison. C'est pourquoi il faut un peu de pédagogie à cette étape, à ce début de processus, pour amener les gens à comprendre que désormais, c'est une gestion inclusive, c'est une gestion participative. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, au cours du forum, le représentant de l'Office togolais des recettes a invité les maires à faire la bonne gestion des ressources parce qu'il a dit que si vous ne gérez pas bien les ressources que nous mobilisons pour vous, les citoyens seront réticents à payer les taxes, à payer les impôts. Donc, nous vous invitons vraiment à faire la bonne gestion des ressources. Donc, aujourd'hui, il est important que cette question soit à l'ordre du jour pour voir, analyser quelles sont les causes. Pourquoi les citoyens ne s'impliquent pas trop dans la gestion d'affaires locales et pourquoi ils ne paient pas suffisamment. C'est une question de culture. Et c'est vrai que l'État collectait des taxes et impôts, mais les citoyens ne savaient pas que ça devait être une obligation pour chacun de nous, en tant qu'acteur de la cité, de pouvoir financer les dépenses publiques. Et donc, il faut un peu de pédagogie. Alors, vous semblez aussi être préoccupé par un sujet au niveau des communes, c'est l'entrepreneuriat et le développement économique local. Comment gagner ce pari, M. Agbové? Il faut véritablement mettre en place une politique d'accompagnement du secteur privé. Comme vous le savez, développer le secteur privé a beaucoup d'avantages pour les élus locaux. Développer le secteur privé, cela voudra dire que nous contribuons à la création des entreprises qui vont créer de l'emploi aux jeunes, qui vont créer de la richesse et donc
par conséquent, donnera la chance, donnera la chance aux citoyens d'avoir les moyens pour pouvoir faire face à leurs besoins quotidiens. Par exemple, manger, se soigner, étudier, se déplacer. Donc, quand les citoyens auront des revenus, ils ne vont plus tout attendre ou mieux trop attendre des pouvoirs publics. Autre chose également, c'est le secteur privé également qui finance les dépenses publiques. Vous savez que ce sont les entreprises qui paient plus d'impôts à l'État. Donc, décider de mettre en place un programme de renforcement du secteur privé, il faudra dire que vous voulez renforcer votre tissu économique pour avoir la chance d'avoir assez de ressources et d'avoir aussi cette possibilité d'offrir de l'emploi à la jeunesse. Donc, c'est important que les élus aujourd'hui sachent que pour réussir leur mission, ils doivent encourager le développement des entreprises sur leur territoire communal. Alors justement, le développement de ces entreprises sur leur territoire communal va passer par quoi? Des allègements au niveau des taxes fiscales ou concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, il faut mettre en place un service d'accompagnement des entreprises à travers les conseils. Également, il doit y avoir un volet de renforcement de capacité et puis mettre en place un mécanisme pour faciliter l'accès au financement et aussi mettre en place des structures d'accompagnement des jeunes entreprises de manière à ce que les difficultés que ces entreprises rencontrent puissent trouver des solutions. Donc, si les élus locaux procèdent de cette manière-là, je pense que cela contribuerait au renforcement du tissu économique de manière à ce que l'objectif visé par l'approche incitative à la création de richesses soit une réalité. Alors, en parlant de l'entrepreneuriat, dans cette dynamique de gouvernance locale, dites-vous, les jeunes ont un rôle aussi important à y jouer et cela passe notamment par la vie associative, M. Agové. Absolument. Vous savez, la vie associative forme beaucoup. Je voudrais quand même noter que chaque citoyen cherche à réussir sa carrière ou bien cherche le bien-être. Et donc, nous allons même à l'école, nous suivons des formations pour avoir un boulot, pour pouvoir subvenir à nos besoins et puis aider les membres de nos familles. Mais il y a certains problèmes qu'on ne peut pas régler tout seul. Donc, à travers la vie associative, on peut mettre ensemble les idées, les moyens et puis agir de manière solidaire pour régler un certain nombre de problèmes qui dépassent les individus si on les prend individuellement ou bien les prend de manière séparée. Par exemple, si vous trouvez un boulot aujourd'hui, vous pouvez construire votre maison, vous pouvez prendre en charge de votre famille, vous pouvez assurer vos besoins personnels, mais vous ne pouvez pas construire, par exemple, un centre de santé pour vous-même, vous ne pouvez pas construire une école pour vous-même, vous ne pouvez pas construire un marché pour vous-même, vous ne pouvez pas construire la route pour vous-même, vous ne pouvez pas régler les problèmes d'électrification vous-même. Donc, il y a un certain nombre de problèmes dans nos communautés que nous sommes obligés de régler en commun. Donc, encourager la vie associative, cela voudra dire que nous demandons aux citoyens de se mettre ensemble pour régler certains problèmes qui sont des problèmes communs à nous tous dans nos communautés. Et donc, nous pensons que les jeunes aujourd'hui qui sont nantis de savoir, qui ont une certaine... qui sont formés et qui ne trouvent même pas à faire, trouvent pas de boulot, ou bien eux, ils ont des activités, mais des activités personnelles, mais ils peuvent aussi se mettre ensemble pour pouvoir mettre leurs connaissances et puis leurs ressources ensemble pour régler un certain nombre de problèmes dans leur communauté. Vous savez que la jeunesse constitue la plus grande partie de la population et donc on ne peut pas parler du développement des territoires aujourd'hui en mettant de côté la jeunesse. Or, quand on fait le constat, on se rend compte que les jeunes ne pensent qu'à leurs besoins personnels. Chacun cherche à réussir sa carrière. Je veux devenir comptable, je veux devenir secrétaire, je veux devenir ce que avocat ça dit. On ne pense qu'à sa survie. Or, aujourd'hui, le développement communautaire exige à ce que nous puissions nous mettre ensemble pour construire une vision commune et agir ensemble de manière à ce que nous puissions vraiment créer les conditions devant concourir au bien-être collectif. Alors, quand vous parlez d'associations, elles sont plusieurs centaines déjà créées, mais elles sont très actives sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette vie associative? Oui, vous savez que depuis fort longtemps, les gens croyaient que s'engager dans la vie associative, c'est un moyen de s'enrichir parce qu'il y a des partenaires, des bailleurs qui sont là. Une fois que vous créez votre association, vous aurez des financements venant de par le monde et tout ça. Et je pense que nous ne sommes plus à cette époque. Ce temps est révolu. Aujourd'hui même, en Occident, il n'y a plus assez de financement pour des actions humanitaires comme ça. Alors, où trouver les moyens? Donc aujourd'hui, les gens doivent comprendre même la notion de la vie associative. Quand nous
décidons de nous mettre ensemble pour régler un certain nombre de problèmes, nous devons compter quand même sur nos propres ressources. Aujourd'hui, dans les associations, les gens n'arrivent pas à payer. Et parfois, vous allez remarquer que c'est l'initiateur de l'association qui fait tout, finalement, et donc les membres ne sont pas actifs. Donc, j'invite vraiment les jeunes à comprendre que s'ils sont au nombre de 50 à créer une association et qu'ils arrivent à cotiser même 1000 francs par mois, ils auront au moins 50 000. 50 000 avec leur savoir-faire, ils peuvent commencer par entreprendre des actions de proximité. Et donc, en comptabilisant ces actions, en faisant régulièrement le rapport, en étant visible sur le terrain, et ils pourront mériter la confiance des pouvoirs publics ou bien des partenaires pour être accompagnés. Donc, il ne suffit pas de créer son association et de la garder pour dire que j'attends le financement. Mais il faut commencer par agir. Même si on n'a pas assez de financement, il faut commencer par agir. Et c'est en faisant votre preuve sur le terrain que les gens vous feront confiance. Monsieur Abové, on a remarqué que les décisions prises au niveau local ne font toujours pas l'unanimité au sein des populations. La communication publique au niveau local est-elle très bien maîtrisée? Non, il y a un déficit à noter à ce niveau également. Les élus locaux devraient comprendre qu'ils sont des administrateurs du territoire, mais à part eux, il y a d'autres entités qui animent aussi la vie de la commune. Donc, il est important de mettre en place une véritable politique de communication, de manière à ce que les élus puissent échanger avec les différents acteurs. Nous devons mettre aussi la différence entre information et communication. Alors, il ne suffit pas seulement de se réunir, prendre la décision et puis faire sortir une note pour informer la population. Mais nous parlons ici de la création des cadres de concertation de manière à ce que les élus puissent échanger pour prendre en compte les préoccupations des acteurs avant de décider. Donc, on ne peut plus se lever aujourd'hui et décider sans prendre en compte les vraies préoccupations de ceux pour qui on travaille. Alors, quand vous parlez de cadre de concertation, vous pensez à quoi? Je pense souvent des rencontres régulières qui pouvaient être organisées, des plateformes qui peuvent mettre en place pour réunir le maximum de leaders d'opinion de leur commune pour pouvoir échanger sur les problèmes liés à la vie communale, de manière à ce que les gens puissent avancer des idées. Et là aussi, il faut encourager le leadership, parce que parfois, quand on a le pouvoir, on a peur des critiques, et donc on ne veut pas donner l'information, on se cache. Donc, il faut aussi démontrer un certain nombre de leadership en sachant que si on est leader, on peut rassembler. Un leader, d'abord, c'est un visionnaire. Le leader n'impose pas, mais le leader cherche à influencer. Donc, quand vous avez des idées, il faut faire en sorte que les gens qui sont dans votre commune puissent adhérer à votre idée. Donc, cela passe nécessairement par une communication de manière à ce que vous voulez faire soit bien compris et pour être soutenu par les habitants. Donc, si vous ne communiquez pas suffisamment, vous aurez des difficultés dans la gestion des affaires locales. Et ce leadership implique quoi chez le leader, le maire? D'abord l'humilité, il doit être humble et puis avoir de l'empathie, et comprendre ses administrés et aussi vraiment proposer une vision pour le développement de la commune. Quelle est la vision du maire? Le maire doit avoir une vision. J'ai pris la commune, alors j'ai 5 ou bien 6 ans à faire à la tête de la commune. Et quel est le point de départ? Quelle était la situation initiale? Où est-ce que je vais amener ma commune à la fin de mon mandat? Et je dois définir cette vision et mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cette vision de manière à ce qu'on puisse vraiment travailler en synergie. Pascal Agbové, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.